Ok, on continue sur nos lois continues. Donc après avoir fait la loi uniforme, la loi exponentielle, la loi de Pareto, on attaque la loi gaussienne. Donc on est reparti sur les slides. Hop, je repartage. C'est reparti. Donc la loi gaussienne. Donc je vais y aller tranquillement, hein. La loi gaussienne est définie par sa fonction de densité. Alors je vais la noter phi parce qu'on la note toujours phi, mais ça correspond encore une fois à mon f de x. Okay, donc petit f correspond à ma densité. Okay. Donc, ce qu'on appelle une loi normale, alors je l'appelle, c'est la loi normale centrée réduite. Okay, je reviendrai sur les termes centrés réduits plus tard. C'est ce qu'on appelle la loi N01. Okay. Je reviendrai sur le 0 et les 1, juste c'est marqué en dessous, mais on oublie un instant. Donc la loi normale N01, dite centrée réduite, donc c'est la loi, aussi la loi de Gauss, je ne l'ai pas dit, mais la loi gaussienne vient de Gauss. Qui est donc ce grand mathématicien allemand. Donc Gauss avait travaillé sur cette loi normale. Alors, ce n'est pas forcément le premier à l'avoir introduite. Encore une fois, comme souvent en maths, ce n'est pas la première personne qui est gardée en mémoire, c'est généralement quelqu'un qui suit. Mais Legendre avait travaillé là-dessus. Voilà. Donc, c'est la loi de Gauss-Legendre dans certains livres. Et voilà, peu importe. C'est une variable. Alors, autant on avait travaillé sur la loi uniforme sur 0,1 qui était restreinte à un intervalle. Ensuite, on avait vu la loi exponentielle qui était juste sur les variables positives, la loi de Pareto aussi. Là, on a une loi qui est un petit peu particulière. C'est que c'est une loi qui est définie sur R. Okay, donc, ça peut prendre n'importe quelle valeur réelle, y compris potentiellement moins 1000. Okay, alors, il s'avère que ce n'est pas trop le cas parce que cette loi, en fait, elle est très concentrée autour de 0. Okay, puisque, comme on le verra, il y a à peu près 99,9% de chances d'être compris en gros entre moins 3 et 3. Okay, donc, c'est une loi qui est quand même relativement centrée autour de 0. Okay, et c'est cette loi. Alors, centrée autour de 0, pourquoi? Parce que je peux le dire rapidement. Si vous regardez rapidement, cette fonction, elle est symétrique. Okay, c'est-à-dire que si jamais vous prenez cette fonction, f de x est égal à f de moins x. Okay, donc, c'est une fonction qui va être symétrique à droite et à gauche de 0. Okay, alors, ce n'est pas la raison pour laquelle on va dire qu'elle est d'espérance 0, mais disons que c'est très très lié. Donc le point donc, comment elle est définie cette fonction? En fait, elle est définie essentiellement avec cet objet-là, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à une fonction f de x. Désolé, mon AirPlay ne marche toujours pas. F de x devra être proportionnel à une exponentielle de moins x2 sur 2. Voilà. Donc on veut une densité qui ressemble à ça. Donc cette exponentielle de moins x2 sur 2. Alors le x2 sur 2, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de calcul intégral, ça doit vous évoquer quelque chose, mais c'est la primitive de x. Okay, si vous voulez intégrer un x, dans ces cas-là, vous allez avoir du x à la 2 sur 2, parce que quand vous dérivez x à la 2 sur 2, vous récupérez du x. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va diviser par 2 essentiellement. Donc j'ai cette fonction-là, l'exponentielle me garantit d'être positif. Donc on est content, c'est juste que cette fonction n'intègre pas 1. Et en fait, il s'avère que si je voulais intégrer à 1, il n'y a pas 1000 solutions. L'intégrale de cette fonction-là entre moins l'infini et plus l'infini, c'est exactement l'inverse de ça. Donc en fait, ce 1 sur racine de 2pi, c'est juste le coefficient de constante qui vous garantit que l'intégrale de cette fonction entre moins l'infini et plus l'infini vous donne 1. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer là-dessus dans les calculs parce que c'est pénible. Voilà. Tomber sur un pi avec des calculs intégrales qui font intervenir de l'exponentielle, on se doute que ça ne va pas être si simple que ça. Donc voilà. Donc on va l'admettre que cette fonction-là est effectivement une fonction de densité. Alors le fait qu'elle soit positive, ça, il n'y a pas de souci. Okay, cette constante, elle est positive comme toutes les constantes dans les intégrales. Puis après, je prends l'exponentielle de n'importe quoi. Une exponentielle, c'est toujours positif. Donc, il n'y a pas de souci, c'est bien une fonction positive. La seule contrainte pour avoir une densité, c'est que l'intégrale sur R de phi de x dx doit être égale à 1. Et ça, c'est la magie de ce 1 sur racine de 2pi qui fait que ça marche. Okay, donc, cet objet-là, ce phi, cette fonction phi, est effectivement une densité. Et ça va être la densité de la loi normale centrale. Okay, donc, ça, on va l'admettre. À partir de là, je peux en déduire une loi normale un peu plus générale. Donc, c'est la loi normale de paramètres mu et de second paramètre sigma 2. Donc, c'est une loi à deux paramètres. Alors, ce n'est pas la première loi de deux paramètres qu'on obtienne, puisque de mémoire, la loi binomiale est aussi une loi à deux paramètres. Il y a un paramètre n, un paramètre p. Okay, ici, on a un paramètre mu et un paramètre sigma 2. Et la loi normale de mu sigma 2, elle aura cette densité, donc f de x. Donc, cette fois-ci, alors c'est un tout petit peu, si vous voulez comprendre un peu d'où elle sort, en fait, c'est juste que ici, donc j'avais mon paramètre générique de ma fonction.
ce que je vais dire, c'est qu'on l'avait vu, on ne l'a pas encore vu vraiment, mais bon, je vais prendre du x moins mu sur sigma. Okay, donc, je vais prendre le x moins mu sur sigma et je vais le mettre ici. Okay, donc, je vais me donner un paramètre mu, un paramètre sigma. Donc, mu va être positif, sigma va être positif. Je vais prendre ce x moins mu moins sigma et je vais le mettre là-dedans. Donc, en gros, je vais vouloir construire une fonction, enfin, une densité qui sera de la forme une exponentielle de moins 1,5 de x moins mu sur sigma, le tout au carré. Voilà. C'est juste ça que je suis en train de faire. Donc, quand je développe, je vais avoir mon 2 sigma 2 au dénominateur et je vais avoir mon x moins mu à la 2 au numérateur. Voilà. Donc, c'est juste ça qu'on est en train de faire. C'est vraiment juste l'histoire de ce x moins mu sur sigma, okay, qui apparaît ici. La seule chose, c'est que cette chose-là ne définit pas une densité. Okay. Juste parce que là encore, ça n'intègre pas à 1. Si jamais je veux intégrer à 1, en fait, il faut faire cette petite correction. Voilà. Donc là, on a encore notre petite correction. Et donc, on arrive comme ça à notre loi normale mu sigma 2, qui est définie par cette fonction, par cette densité. Okay, donc, on admet que c'est une densité. On comprend un peu l'idée de pourquoi c'est effectivement une densité. Puis, on va poser ça comme étant la loi normale mu sigma 2. Il faut juste vous souvenir qu'il y en a une un peu particulière, qui est cette loi normale qu'on dit centrée réduite. Et la densité, je la noterai toujours petit phi, comme dans quasiment tous les livres de probabilité et de statistique. Alors, cette fonction, elle est un peu particulière. Elle est ultra connue, mais de manière un peu bizarre, en fait, elle est définie par sa densité. En fait, sa fonction d'impartition est compliquée à calculer. Sa fonction d'impartition, c'est ça. Alors je reviens sur la loi normale centrée réduite. Je prends le grand phi majuscule. Okay, grand phi majuscule, c'est la fonction d'impartition. Sa fonction d'impartition, elle n'a pas une tête particulièrement agréable. Ça reste une intégrale. Et je ne pourrais pas faire mieux, en fait. Ça fait plus de 2 siècles qu'on connaît cette loi et on ne peut pas faire beaucoup mieux. Il y a des approximations polynomiales, tout ce que vous voulez, mais ça reste formellement une intégrale. Et en fait, la seule manière pour la connaître proprement, alors, en tout cas jusqu'en 1970, c'était des tables. Voilà, donc c'est ce que je vous ai représenté ici. On utilisait ce qu'ils appellent des tables de la normale. Donc cet objet-là vous donne une table de la normale qui vous donne en fait la valeur de cette fonction grand phi de x. Et donc qui permet d'aller récupérer les probabilités pour qu'une loi normale soit plus petite ou égale à une certaine quantité. Okay, donc cette loi-là, elle est un peu tordue parce qu'elle est compliquée, elle est uniquement tabulée. Donc tabulée veut dire qu'elle est table, qui permettent de la manipuler, mais en fait, elle est essentielle dans tous les cours de stats, parce qu'on verra, la loi normale, elle apparaît tout le temps. En fait, quand elle avait été introduite essentiellement par Legendre, c'est ce qu'on appelait une loi des erreurs. C'est que c'est assez classique de supposer que les erreurs suivent une loi normale, c'est-à-dire qu'on fait plus d'erreurs autour de 0, et plus je m'éloigne, plus il y a moins il y a de chances pour faire des erreurs. En fait. Okay, donc je ne vous ai pas encore tracé la fonction de la densité, mais la densité, elle a cette courbe en cloche assez classique. Voilà. Donc c'est la loi normale centrée réduite, qui effectivement est centrée sur 0, essentiellement parce que, on l'a vu, elle était symétrique par rapport à 0. Ok. Alors cette table, on va revenir un tout petit peu là-dessus. Donc il y a quelques quantités, je suis désolé, il faudra les apprendre par cœur. Et après, il n'y en a pas non plus tant que ça. C'est essentiellement ces deux valeurs qui sont là. C'est-à-dire qu'on peut montrer que la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit plus petite que 1,645, c'est de l'ordre de 95%. Okay, et la probabilité pour qu'une loi normale centrée réduite soit plus petite que 1,96, c'est 97,5%. Okay, alors, je vais juste vous expliquer comment elles sont faites pour le lire. Alors, les valeurs, en fait, elles sont cachées ici. Okay, donc, l'idée, c'est quoi? Donc, si vous regardez cette table, première chose, les valeurs commencent à 0,5 et arrivent jusqu'en 1. Ok, désolé, hop, je switch encore. Voilà. Alors, cette histoire de 0,5, en fait, elle est assez logique, puisque je vous rappelle ma loi normale, ma loi normale centrée réduite, donc ça, c'est la fonction petit phi. La fonction petit phi, elle est symétrique par rapport à 0. Okay, et je vous rappelle que les R s'interprètent comme des probabilités. Donc là, ce qu'on se demande, par exemple, c'est la probabilité d'être négatif. Okay, donc la probabilité d'être négatif, c'est facile, ça va être l'air qui se trouve ici. Donc la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 0, c'est en fait l'air qui se trouve là, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à 0 de phi de t dt. Mais ça, en fait, on peut le calculer de manière assez simple. C'est qu'en fait, comme j'ai une fonction qui est symétrique par rapport à 0, en fait, l'air qui se trouve ici, c'est très exactement égal à l'air qui se trouve là. Donc l'air à gauche, elle est exactement égale à l'air à droite. Okay, je suis juste en train de vous dire que cette probabilité, c'est la probabilité d'être positif.
Mais je peux aller un peu plus loin. C'est qu'en fait, ces deux événements sont complémentaires. Donc en fait, je sais en plus que cette chose-là, c'est 1 moins la probabilité d'être positif. Ok, donc j'ai que la probabilité d'être positif, c'est aussi égal à 1 moins la probabilité d'être positif. Dans ces cas-là, c'est que la probabilité d'être positif, elle vaut 1,5. Et donc la probabilité d'être négative vaut 1,5. Donc en fait, j'ai une probabilité 1,5 ici, une probabilité 1,5 là. Et c'est effectivement ce qui est indiqué ici. Si je veux vous regarder la quantité qu'elle a, en fait, c'est la probabilité. La probabilité d'être négatif, et c'est très exactement ce qui est donné dans ce tableau. En fait, dans ce tableau, ce que je récupère à l'intérieur, c'est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à un certain nombre, le petit p. D'accord? Donc le p, en fait, c'est les grandeurs qui sont indiquées ici. Et comment je fais pour récupérer le nombre z associé? En fait, vous avez les deux premiers chiffres ici et vous avez le troisième là. D'accord? Donc vous allez lire à la fois sur les lignes et les colonnes pour aller récupérer votre z. Alors, je vais juste le faire pour les deux grandeurs qui m'intéressent. Okay, déjà, on identifie les deux grandeurs. Donc, on a à peu près notre 95% et notre 97,5%. Puis, si vous voulez, on peut aller en voir un autre. On peut aller voir le 99%. 99, il est à peu près ici. Okay, donc, si jamais je veux trouver une grandeur telle qui est 95 chances sur 100 d'être plus petit que cette valeur-là, eh ben, il suffit d'aller lire ici. Je tombe sur 1,6. Et alors, en fait, techniquement, on est en fait entre ces deux grandeurs-là. Donc, on est entre le 4 et le 5. Donc, on est compris entre 1,64 et 1,65. Okay, donc, effectivement, ce qu'on est en train de dire, c'est normalement ce qui est caché ici. La probabilité qui se trouve ici, alors malheureusement, je vais peut-être changer de couleur, ça sera plus propre. C'est la probabilité qui est rouge. Okay, donc, ici, je récupère ma probabilité rouge qui vaut ce 1,65. Et plus intéressant, le 97,5, c'est bien le 1,9. Et le chiffre qui se retrouve pour le chiffre des centièmes, c'est le 0,06. Okay, donc voilà, c'est juste que mis sous forme de table, de table un peu rectangulaire ou carrée, c'est un peu plus lisible que de vous mettre tous les chiffres à la suite, puisqu'en fait, mine de rien, on a quand même 300 valeurs ici. Voilà, donc c'est une manière un peu synthétique de présenter. On commence par mettre les premières décimales ici, puis après, on va juste aller voir le chiffre des centaines sur les colonnes. Okay, donc ça, c'est une table de loi normale, et là encore, en démo, vous en verrez un tout petit peu. La moindre des choses dans un cours de stats, c'est de savoir lire ces tables. Je sais bien que ça fait très 1960, mais voilà, sachez que ça toujours, les stats ont vécu comme ça pendant des décennies. Il s'avère que maintenant, on peut utiliser un ordinateur pour faire ça. Voilà, donc, mais bon, pour le moment, on y est. Donc, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est ça, c'est de dire la probabilité pour qu'une loi normale centrée réduite soit plus petite ou égale à 1,64, c'est de l'ordre de 95%. Désolé, je reviens encore. Okay. Et ça, je peux encore utiliser mes propriétés de symétrie, dans le sens où si jamais je vous dis qu'il y a 95 chances sur 100 d'être à gauche, c'est qu'en fait, il y a 5% de chances d'être ici. Okay, et par symétrie, si jamais j'ai mes 5% ici, je vais avoir mes 5% là. Et donc, si jamais, je cherche un intervalle centré autour de 0 dans lequel il y a 90% de chances d'être, c'est facile, je l'ai ici. À partir du moment où j'ai 5% de chance d'être à gauche, 5% de chance d'être à droite, ça veut dire qu'il y a 90% de chance d'être au milieu. Ok, donc, repassez la vidéo si jamais c'est trop compliqué, mais encore une fois, ces histoires de symétrie de la loi normale et des propriétés à gauche, à droite, on enlève, on rajoute, faut que vous soyez à l'aise là-dessus. Okay, récupérer un quantile à 95% va me permettre de donner un intervalle dans lequel je serai avec 90% de chance. Okay, pour faire simple, si jamais ici je cherche une probabilité qui serait de l'ordre de 1 moins alpha, dans ces cas-là, je vais chercher un intervalle ici où je serai avec une probabilité qui serait de l'ordre de 1 moins 2 alpha. Okay, donc le 95% m'intéresse parce que ça me permet de récupérer un intervalle où je serai dans 90% des cas. Pareil, si jamais je ne voulais pas 90%, mais 95%. Ça veut dire que si jamais j'ai 95% de chance ici, ça veut dire que j'avais 2,5% à gauche, 2,5% à droite. Okay, encore une fois, j'ai toujours mes propriétés de symétrie. Donc, si jamais je veux un intervalle dans lequel je suis avec 95%, ça veut dire que j'ai 2,5% de chance d'être plus petit, 2,5% de chance d'être plus grand. Donc, en gros, je cherche le quantile à 97,5. Mais ça, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc, en fait, je suis en train de vous sortir cette formule magique qu'on va utiliser abondamment par la suite. Enfin, les deux formules magiques. La première, c'est que quand vous avez une loi normale centrée réduite, il y a 90% de chance pour qu'elle soit comprise entre moins 1,64 et plus 1,64. Et il y a 95 chances sur 100 pour qu'elle soit comprise entre moins 1,96 et plus 1,96. Okay, c'est pour ça que ces deux grandeurs sont à apprendre par cœur, ce 1,645 et ce 1,96, c'est que ce sont respectivement
les valeurs, les bornes dans lesquelles vous avez un certain nombre. Il y a une probabilité respectivement de 90% et de 95% pour que vous soyez dans les intervalles plus ou moins ces valeurs-là quand vous avez cette loi normale centrée réduite. Et encore une fois, cette loi normale centrée réduite, elle apparaîtra tout le temps, sans vouloir prendre trop d'avance. Il reste encore pas mal de slides, et c'est ce qui va apparaître dans le théorème central limite. En fait. La loi normale apparaît dès lors qu'on s'intéresse à des moyennes. Dès qu'on va moyenner des choses et les corriger correctement, on va tomber sur ces lois normales. Donc c'est pour ça qu'on va les voir apparaître. Et pour tous ceux qui ont fait un tout petit peu d'intervalle de confiance sur les proportions, vous avez déjà vu ces histoires de 1,64 et de 1,96, et c'est de là que ça sort en fait. Ok. Donc à partir de là, je peux récupérer à peu près toutes les grandeurs qui peuvent m'intéresser. Encore une fois, j'ai mon histoire de valeur de quantile. Okay, tout simplement parce que voilà, si jamais je récupère des probabilités, si jamais je me donne des probabilités A et B, okay, donc si jamais je veux être dans cet intervalle-là avec une certaine probabilité A, je vais me retrouver avec la même probabilité de l'autre côté. Donc on a forcément une symétrie à gauche et à droite. Et à partir du moment où j'ai un A, ça veut dire que comme j'ai une chance sur deux d'être à droite, une chance sur deux d'être à gauche, ça veut dire que j'ai du 1,5 moins 1. Donc on a toutes les grandeurs qu'on peut imaginer. Et encore une fois, cette table de quantile de loi normale, pardon, je n'ai pas encore défini quantile. La table de loi normale dont je parlais tantôt va me permettre de construire toutes les grandeurs possibles, toutes les probabilités que vous pouvez imaginer. OK ? Donc avec ça, on est bon. Petite propriété, si jamais vous avez une loi normale, mu sigma 2, si jamais vous prenez cette variable, c'est un peu la même chose que pour ma loi exponentielle. Je vous ai dit, ma loi exponentielle, si jamais je la multiplie par une constante, je reste sur une famille exponentielle et je change de paramètre. En fait, ma loi normale, elle vérifie un peu le même genre de propriété. Si jamais je lui opère une translation et après je fais un coefficient multiplicatif, bien choisi, dans ces cas-là, je vais rester sur une loi normale et en particulier, je peux retomber sur la loi normale centrée réduite. Okay, donc quand vous avez une loi normale, mu sigma 2, et apprenez encore une fois cette formule par cœur parce que ça va être importante. Quand vous avez une loi normale, mu sigma 2, dans ces cas-là, x moins mu divisé par sigma va donner une loi normale n01. Mais en fait, c'est la même chose que ce que je racontais tantôt. Je vous rappelle que quand j'avais expliqué comment passer de ma loi normale n01 à ma loi normale mu sigma 2, je vous avais dit il suffit de changer le paramètre générique par du x moins mu sur sigma. C'est exactement ce que je raconte là, en fait. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Ok, petite question. Donc, à partir de là, je suis désolé, je vais faire pas mal de petits calculs autour de cette loi normale, mais encore une fois, ça va être le cœur de tout ce qu'on va faire en stats par la suite. Je vous dis qu'on a une loi normale avec ces paramètres-là. Donc, si jamais vous vous souvenez de mes notations, ça veut dire ici que mu est égal à 75 et que sigma est égal à 8. Okay, donc, j'ai une loi normale mu sigma à la 2 et on nous pose une question très simple. Quelle est la probabilité d'être plus petit qu'une certaine valeur ? Alors, je n'ai pas les paramètres. Enfin, pardon, la seule chose qu'on connaît, c'est la table dont je parlais tout à l'heure. Okay, donc, le principe est de toujours se ramener à cette loi normale centrée réduite. Okay, donc, je fais exactement ce que j'avais évoqué tantôt. J'avais ma loi x, tantôt je veux dire juste là. Okay, si jamais vous avez une variable qui a une certaine loi normale, vous enlevez mu et vous divisez par sigma, et vous allez toujours tomber sur une loi n01. Et la loi n01, on la connaît par le tableau dont je parlais tantôt. Okay, donc, on me demande la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 79. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais pouvoir. Donc, je veux x plus petit ou égal à 79. Ça veut dire que je peux faire x moins mu égale inférieur ou égal à 79 moins mu. Et x moins mu divisé par sigma qui doit être plus petit ou égal à 79 moins mu sur sigma. Donc, c'est exactement ce que je fais ici. J'ai mon x moins 75 divisé par 8 qui doit être inférieur ou égal à 79 moins 75 divisé par 8. Donc, en fait, la question qu'on nous demande, quand on nous demande est-ce que vous pouvez me trouver la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 79, en fait, on est en train de se demander est-ce que cette variable-là, mais en fait qui correspond à ma variable z centrée réduite, est inférieure ou égale à 4 huitièmes. Donc, est-ce que vous pouvez me calculer la probabilité pour que z soit inférieur ou égal à 4 huitièmes ? Alors, 4 huitièmes, c'est un demi. Okay, c'est 0,5. Donc ça veut tout simplement dire que je lui demande de calculer grand phi de 0,5. Mais ça, je l'ai dans ma table. Il suffit que je me place sur ma ligne avec 0,5 et que j'aille chercher la valeur 0 au centième près. Et dans ces cas-là, je tombe sur 0,69. Donc techniquement, cette chose-là devrait être égale à 69,15%. OK ? Donc ça, je peux le vérifier, puisqu'en fait, sous R, il y a une fonction. Je vous l'avais dit, quand on a le P, on récupère comme ça une fonction de répartition. Donc P norme vous donne la fonction de répartition de la loi normale. Par défaut, c'est une P norme Z 0, 1. Le Z ici correspond à mu. Le 1 ici correspond à sigma.
Okay, et donc, si jamais vous voulez la fonction de la probabilité pour qu'une loi normale centrée réduite soit inférieure ou égale à 1,5, vous tapez tout simplement P norme de 0,5 et ça vous dit très exactement ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire à peu près 69%. Okay, alors, je peux le changer, puisqu'en fait, j'aurais pu le faire dès le départ en disant ah, ben, j'ai une loi normale qui est de paramètre mu qui vaut 75 et de sigma qui vaut 8. Dans ces cas-là, comme on veut la probabilité est plus petite que 79, ben, c'est tout simplement P norme de 79, 75, 8. Et il vous renvoie la même valeur. Okay, donc numériquement, encore une fois, avec un ordinateur, tout est beaucoup plus simple. Et voilà, si jamais vous n'avez pas d'ordinateur et que vous avez juste les tables de loi normale, dans ces cas-là, je peux aller les chercher tout simplement en faisant toujours la même opération. Okay, je vais juste le refaire tranquillement. On nous donne des paramètres de loi normale. Je vais changer, donc je pars de mon écriture, hein, la question qu'on me pose. Je vais juste décaler, donc enlever un mu et diviser ensuite par sigma des deux côtés. Et dans ces cas-là, je vais retomber sur une fonction de répartition de phi. Après, je vais chercher dans ma loi normale, à gauche et à droite, quelle est la probabilité associée. Et donc, ma probabilité se trouve là. Et donc, on a notre 69% ici. OK, je peux vérifier que c'est clair. J'en donne un autre. J'ai une loi normale de paramètre 11 à 5 à la 2. Que vaut la probabilité d'être plus petit ou égal à 3? Si vous voulez vous tenter, vous faites une pause et faites-le. Et puis, cachez l'écran. Sinon, je vais le faire. Je repars de la même chose. Ma question, c'est probabilité que x soit plus petit ou égal à 3. Ici, on me donne mu. Ici, on me donne sigma à 2. Mu est égal à 11. Sigma est égal à 5. Okay, donc, j'enlève 11 et je divise par 5. Donc, c'est exactement ce que je fais ici. J'ai mon x moins 11 divisé par 5, ça me donne z, qui va suivre une loi normale n01, par définition. À droite, j'ai mon x moins 11 divisé par 5, ce qui me fait moins 8 cinquièmes. Or, moins 8 cinquièmes, ça fait moins 1,6. Et donc, on nous demande phi de moins 1,6. Ah, je suis un tout petit peu bloqué parce qu'en fait, je n'ai pas les valeurs négatives dans ma table. Okay, regardez la table tranquillement. Si vous voulez, je reviens dessus, mais il n'y avait pas des valeurs négatives ici. Okay, ma loi normale, la seule chose qu'on me disait, c'était ces choses-là. Et donc, les seules valeurs où on commence, c'est effectivement à partir de 0. Et dans ces cas-là, j'ai des probabilités qui étaient au moins égales à 1,5, puisqu'en fait, j'ai la moitié de chance de tomber en dessous de 0. Mais qu'à cela ne tienne, ça, c'est pas très grave. Si jamais on me demande la probabilité d'être plus petit ou égal à moins 1,6, la probabilité de me trouver là, par symétrie, c'est la probabilité de me trouver là. Okay, donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1,6, c'est la probabilité pour que x soit plus grand que 1,6. Et là, j'utilise là encore quelque chose qu'on a vu, qui est que cette probabilité-là, c'est 1 moins la probabilité d'être inférieur ou égal à 1,6. Ok, donc j'utilise, c'est vraiment les deux dessins que j'ai fait ici. Un, j'ai une propriété de symétrie des deux côtés. Okay, donc le fait que la probabilité que x soit plus petit que a, c'est la probabilité pour que x soit plus grand que moins 1. Okay, donc ça, c'est la propriété de symétrie de ma densité de ma loi normale par rapport à 0. Et ensuite, j'utilise les histoires de complémentaires qui me dit que la probabilité pour que x soit supérieur soit plus petit que a, c'est 1 moins la probabilité pour que x soit plus grand que a. Okay, donc je peux jouer sur les signes, donc j'ai le droit de passer de a à moins a, mais j'ai aussi le droit de regarder la probabilité d'être plus petit versus la probabilité d'être plus grand. Okay, donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Il faut juste que je refasse ça tranquillement. Donc nous, ce qu'on nous dit, c'est quoi? Alors je vais juste le reprendre ici. Probabilité pour que je sois plus petit que moins 1,6. Ce que je disais, c'est que c'était aussi la probabilité d'être plus grand que 1,6. Et ça, je vais dire, c'est en fait l'air qui se trouve ici à gauche. C'est la probabilité pour que, plutôt c'est du 1 moins la probabilité, c'est l'air en bleu, en vert ici, donc qui doit être la même que celle qui se trouve à gauche. Donc les deux airs ici sont égales. Et ça, c'est 1 moins l'air qui se trouve en rouge. Donc c'est 1 moins phi de 1,6. Et phi de 1 moins 1,6, on le connaît un petit peu. Okay, dans le sens où je peux aller le chercher 1,6, 0. Dans ces cas-là, ça me donne du 94,5%. Et donc, ça me dit juste en fait que cette probabilité-là doit être de l'ordre de 1 moins 0,945, ce qui fait à peu près du 5,4% de chance d'être plus petit que 3. D'accord? Donc, on peut le vérifier là encore. Pif, paf, pouf. Probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit plus petit que 1,6, c'est très exactement ce 0,054. Donc, c'est bien ce 1 moins la 0,94. Okay, j'aurais pu l'avoir directement à partir juste de cette commande-là. Okay, je pars
de ma question et j'arrive directement à dire c'est tout simplement P norme de 3 pour une loi normale de paramètre mu égale 11 et sigma qui vaut 5. Et ça me donne très exactement ce 5,4%. OK ? Donc, c'est bien de comprendre l'aspect informatique, mais il faut comprendre un peu d'où ça sort. En tout cas, au moins comprendre la logique, parce que la logique, elle est incroyablement universelle et simple, en fait. C'est juste ces propriétés de symétrie et de complémentaire, okay, qui nous permettent de faire tous les calculs du monde. Encore un. J'ai une loi normale, mu égale 61, sigma égale 20. Quelle est la probabilité de dépasser 20 ? Donc, on peut le faire tranquillement. C'est pareil, probabilité de dépasser 20. J'enlève mu, je divise par sigma, donc je récupère du x moins 61 sur 20. Donc là, je récupère ma loi normale N01. À droite, j'avais du 20 moins 61 sur 20. Je récupère du moins 41 sur 20, ce qui fait à peu près du 2,5 avec un signe moins, donc moins 2,5. Et puis, j'utilise la même propriété qu'Anto. On me demande de calculer 1 moins... ah oui, parce que je demande plus grand. Okay. Donc, on nous demande plus grand. Donc, ce qui m'intéresse, c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit. Et ensuite, j'utilise le fait que c'est très exactement phi de 2,05. Donc après, je vais chercher dans ma table 2,05. Donc je récupère une probabilité de l'ordre de 97%. Donc voilà. Donc si jamais vous avez une loi normale qui est centrée sur... Non, je n'ai pas encore parlé de tout ça. Une loi normale de paramètres mu 61 et sigma qui vaut 20, la probabilité pour que x dépasse 20, c'est de l'ordre de 97%. Et ça, je peux l'avoir numériquement ici. OK. Donc, encore une fois, on nous demande la probabilité de dépasser. Donc, la probabilité de dépasser, elle est donnée en bas. Et donc, c'est exactement ce 97,98%. OK ? Un tout petit peu plus compliqué, probabilité dans un intervalle. D'accord ? Donc, j'ai une loi normale 64,5 à la 2. Probabilité d'être compris entre 63 et 72. Ça devrait pas être beaucoup plus compliqué, encore une fois, parce que cette chose-là, la probabilité dans un intervalle, c'est lié à des fonctions de répartition. C'est la fonction de répartition près à la valeur supérieure, moi la fonction de répartition près à la partie inférieure. OK ? Et ça, on les a. Donc en fait, il faut juste refaire les mêmes calculs, c'est juste qu'il y en a 2 fois plus qu'auparavant. Je regarde la probabilité d'être plus petit que 75, probabilité d'être plus grand que 63, puis après, je vais tout récupérer. Donc, on se lance. Toujours pareil, je partais de mon x et je vais lui enlever le 64 et je vais diviser par 5. OK ? Et je vais la même chose sur mon 72 et mon 63. Okay, et donc, je récupère tout simplement la probabilité d'être plus petit que 72, c'est la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit plus petite que 8 cinquièmes. Et la probabilité pour que x soit plus grand que 63, en fait, c'est la probabilité pour que ma loi centrée réduite soit plus grande que moins 1 cinquième. Et donc, je me retrouve à faire tout simplement la différence, la différence entre ces deux probabilités. Okay, et donc, à partir de là, on est bon. Alors, par contre, il manque un petit chiffre. Je pense que j'ai une petite... Oui, c'est pardon. Il y a un 0 en trop ici. Donc, c'est phi de moins 0,2, puisque 1 cinquième, c'est 0,2. Okay, donc, vous pouvez faire les calculs, mais voilà, on va récupérer cette probabilité-là. Okay, et effectivement, c'est bien la différence entre cette grandeur-là et cette grandeur-là. Donc, j'ai bien mon P norme de 63, 64,5 et mon P norme de 72, 64,5. La différence entre les deux est de l'ordre de 52%. Donc, ça correspond exactement au calcul qu'on est en train de faire. OK ? Je vous laisse le reprendre tranquillement si jamais ça vous amuse. Je le fais ici avec un calcul d'intégrale. D'accord ? Juste pour vérifier. La probabilité pour que ma loi normale soit comprise entre 63 et 72, je vais tout simplement dire que c'est la probabilité pour que quand j'ai ma loi normale centrée réduite, désolé, petit phi, ma probabilité d'être compris entre les deux valeurs pour x, ce sera en fait l'intégrale entre moins 0,2 et plus 0,6 de ma loi normale centrée réduite, dans la densité de loi normale, donc de phi. Et ça, je peux le faire, c'est integrate de des normes entre moins 0,2 et 1,6. Et je retrouve mon 52,4%. OK ? Donc, je peux le faire de toutes les manières. Heureusement, je retourne toujours sur la même chose. D'accord ? Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a une forme de cohérence dans tout ce que je vous fais depuis le début. OK ? Et un dernier petit de mémoire, je vérifie, mais je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Ouais, on est presque. Alors, cette question-là, elle est un petit peu plus tordue, mais elle va être liée à ce qu'on va appeler par la suite des quantiles. Les quantiles, c'est un peu le contraire. C'est là, pour le moment, je vous donnais des x et j'essaie de trouver une proba. L'histoire des quantiles, c'est de vous dire un peu le contraire. Je vous donne une proba. Est-ce que je pourrais trouver les valeurs qui se trouvent ici ? Voilà. Donc, c'est un tout petit peu ce qu'on faisait tout à l'heure quand on se demandait est-ce que je peux trouver les valeurs pour lesquelles j'avais 95% de chance d'aller. Okay, c'est un peu ce qu'on essaie de calculer ici. Donc, ici, je veux trouver une valeur Q. La question qu'on pose, c'est est-ce que je peux trouver Q ?
telle que la probabilité pour que x soit plus petit que q soit un quart. D'accord. Dans ces cas-là, je pars du début, j'ai la fin. La seule chose, c'est qu'ici, je passe par ma loi normale centrée réduite. Donc, je vais enlever le paramètre mu, je vais diviser par sigma. Et donc, ce que je suis juste en train de dire, c'est que je veux que ma loi normale centrée réduite soit plus petite ou égale à q moins 10 sur 1,5. Si jamais j'avais une loi normale centrée réduite, un quart, comment je fais pour le trouver? Alors, si vous voulez, je peux aller le trouver dans la table. Un quart, il va falloir que j'aille le chercher. Ça sera tout simplement, alors désolé, c'est planqué par ici. Bon, je peux peut-être prendre une table un peu plus propre. Un quart, où est-ce que je le trouve? Je le trouve en allant chercher 75%. Okay, je vous rappelle que ici, ce qu'on veut, c'est la valeur ici telle qu'on ait 25% de chance d'être. Je vais aller chercher plutôt sur les 25% à droite. Okay, donc si jamais j'ai 25% de chance d'être à droite, ça veut dire que globalement, j'ai 75% de chance d'être ici. Okay, donc c'est ça que je vais aller chercher. Quelle est la valeur Z telle qu'il y a 75% de chance d'être? Donc je vais chercher mon 0,75 qui se trouve, sauf erreur, quelque part ici. Okay, je dois être entre les deux. Donc je suis de l'ordre de, on ne voit rien ici, mais ça doit être du 0,6. Et je dirais que je suis en 7,5. Okay, donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une probabilité pour qu'une. Pardon, je suis sur une loi normale, on avait dit que c'était Z. La probabilité pour qu'une loi normale soit inférieure ou égale à 0,675, c'est à peu près égal à 75%. Okay, donc c'est ce chiffre-là qu'on va utiliser. Alors je reviens juste, désolé, sur le grandeur qu'on essaie de calculer. Donc on retrouve, le voilà, notre 0,675. Okay, donc le 0,675, il est là. Donc en fait, si jamais je veux, donc c'est ce qu'on disait tantôt, le 0,675, il était là. J'avais 25% de chance de le dépasser. Désolé. Pénible ce airport. Donc j'ai 25% de chance d'être à droite. Donc si jamais je prends ici l'opposé, moins 0,675, 645, dans ces cas-là, il y a 25% de chance pour que je sois à gauche. Et donc il y a 25% de chance pour que je sois plus petit ou égal à phi de moins 0,6745. Okay, donc voilà, c'est exactement ça qu'on nous demande. Donc il faut que Q soit égal à ça. Et si Q est égal à ça, ça veut dire que, pardon, si Q moins 10 sur 1,5 est égal à cette grandeur-là, ça veut tout simplement dire que Q est de l'ordre de 9. Okay, donc, donc si vous avez une loi normale de paramètre mu qui vaut 10 et de sigma qui vaut 1,5, il y a un quart de chance pour que votre variable x soit plus petite que 9. Tout simplement. Okay, donc je vous laisse, vous pouvez vérifier les calculs. L'histoire de la recherche de cette valeur, rechercher une grandeur telle que phi de z soit égale à 1 quart, ça veut dire que z, ça correspond au quantile, donc ce qu'on va noter Q norme de 1 quart. Donc c'est vraiment la commande que je passe ici. Q norme de 0,25, il vous renvoie ce 0,6745. C'est exactement le calcul qu'on avait fait à la main. D'accord, et je peux le vérifier à la main, c'est-à-dire que si jamais je prends ce chiffre-là et que je le place dans mon P norme, donc si jamais je calcule phi de cette grandeur-là, dans ces cas-là, je tombe bien sur 1 quart. Donc ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, ça s'appelle le quantile et je vais le redéfinir un peu plus proprement tout à l'heure. Et donc là, je peux vérifier que mon chiffre à 0, en gros mon 9, d'accord, si je prends P norme à peu près 9 de 10, 1,5, 10, 1,5, dans ces cas-là, je tombe bien sur mon 1 quart. Ok, donc ça marche. Petit dernier, donc là, je le formalise un tout petit peu, on n'est plus sur des maths, on est sur une petite histoire. Donc la taille d'un enfant de 13 ans suit une loi normale de moyenne 156 cm et d'écart type 4,2. Alors je suis désolé, je n'avais pas spécifié que le mu et le sigma avaient une interprétation en termes de moyenne et d'écart type, parce que je n'ai pas encore défini les moyennes et les écarts types sur des variables continues. Mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que mu est égal à 156 et sigma est égal à 1,4. Okay, quelle est la probabilité pour qu'un enfant pris au hasard mesure entre 1,50 m et 1,60 m? J'ai formalisé ça avec des maths maintenant. X suit une loi normale de paramètres mu qui vaut 156 et sigma 2 qui vaut 4,2 à la 2. Et on nous demande la probabilité pour que X soit compris entre 150 et 160. Il n'y a qu'à écrire. Donc, comme toujours, je pars de mes valeurs, de mes bornes. Je vais enlever le 156. Je vais diviser par le 4,2. Et donc, cette variable-là, donc le x moins 156 sur 4,2, ça va être ma loi normale centrée réduite. Et donc, on se retrouve à se demander quelle est la probabilité pour qu'une loi normale centrée réduite soit comprise entre moins 1,43 et 0,95. Vous pouvez faire les calculs tout simplement et vous pouvez vérifier que ça vaut à peu près 75%. OK ?
Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter sur ces histoires de lois normales. Alors je vais juste vous en montrer quelques-unes, puis on va essayer de discuter un petit peu les lois qu'on vient de présenter. Donc ici, je vous ai présenté des statistiques. Je vous ai présenté un histogramme à droite et des densités associées. Donc ici, on est sur une variable qui clairement est positive à chaque fois. Donc on peut voir toutes les valeurs ici sont positives. Okay. La courbe verte correspond aux données vertes, la courbe bleue correspond aux données bleues, etc. Donc pas de grosse innovation technologique ici. Je respecte mes codes couleurs. En fait, à partir du moment où on a des variables qui ressemblent à ça, ça devrait vous faire penser à la loi exponentielle. On avait vu la loi exponentielle, c'est celle pour laquelle f de x, c'est de la forme lambda exponentielle moins lambda x. Okay. Les décroissances de ce type-là, ça correspond à une décroissance exponentielle, donc ça aurait du sens de mettre une loi exponentielle. Et effectivement, ici, les lois que je vous ai représentées sont des lois exponentielles. Ici, autre exemple, alors on voit apparaître des trucs négatifs. Alors, il y a des moments où ils ne sont pas trop négatifs, mais en tout cas, ça peut être négatif. Donc ça, une loi exponentielle ne marchera pas. Voilà, il n'y a pas de possibilité d'utiliser une loi exponentielle. Par contre, si vous regardez un histogramme, et encore une fois, je ferai proprement le lien entre les histogrammes et les densités plus tard, mais voilà, si jamais je fais l'histogramme de mes données, je récupère des choses comme ça, et ça va représenter en fait des lois normales. Donc ces choses-là correspondent à des lois normales. Donc vous aurez des lois normales quand vos distributions, donc quand vous regardez en gros les histogrammes ou les densités associées, correspondent à ces courbes en cloche. Okay. Donc celle-là, c'est la loi normale N01 en fait, tout simplement. Si jamais je compare la bleue et la verte et la bleue, on voit que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on est décalé. Ici, j'étais effectivement centré en 0. J'étais centré en 0 avec une certaine symétrie. Ici, c'est un peu différent. J'ai l'impression que je suis plutôt centré en 1. En fait, cette loi-là correspond à la loi normale 1,1. Donc ici, mu est égal à 1. Et effectivement, si vous regardez, je devrais avoir normalement du x-2 sur 2. Enfin voilà, regardez votre densité, mais elle va être symétrique par rapport à 1 et plus par rapport à 0. La loi qui se trouve en dessous, c'est encore un tout petit peu différent dans le sens où elle est toujours à peu près symétrique par rapport à 0, sauf qu'elle s'étale beaucoup plus. Et l'étalement, comment je l'ai? Je l'ai avec du sigma. En fait, sauf erreur, cette loi-là doit être une loi normale de ce type-là. Donc, de paramètre mu égale 0 et de sigma qui vaut à peu près 2, qui va me donner un étalement beaucoup plus grand de mes données. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'obtiens des données plus grandes. Par exemple, si je tombais sur 4, alors qu'auparavant, si vous regardez les données qui sont ici, la plus grande valeur en valeur absolue, c'était moins 2. Quoi. D'accord. Donc, on voit qu'on est beaucoup plus concentré autour de 0 avec la courbe verte qu'avec la courbe rouge qui est beaucoup plus étalée. OK. Et une dernière, juste pour faire joli, une autre loi que je n'ai pas définie. Voilà. Donc ici, on n'est pas sur une loi normale. Je suis toujours positif. Je ne suis pas sur une loi exponentielle, essentiellement parce que si vous regardez la loi exponentielle, on devrait avoir une belle densité décroissante. Okay. Ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, par exemple, j'ai très peu de valeurs qui sont très proches de 0. Okay. Manifestement, ça augmente, puis ça redescend. Donc, c'est une autre loi. Donc, ça va être d'autres lois. On verra si on a le temps d'en définir, mais voilà, j'ai beaucoup moins de lois. Il y a des milliers de lois que je pourrais vous définir, mais je ne les ai pas définies pour l'instant. En fait, ça, c'est ce que vous obtiendrez si jamais vous dites, vous prenez une loi normale et vous prenez son exponentielle. Okay. Donc, si jamais vous avez une variable, vous prenez l'exponentielle de x ou x sur une loi normale, vous aurez typiquement ce genre de choses. Cette chose-là, ça s'appelle une loi log normale. Et c'est une loi assez classique quand vous avez des grandeurs positives. Donc, ça peut être pour mesurer des durées, par exemple. Dans ces cas-là, je mesure la durée entre deux grandeurs. Je voulais juste vous présenter la courbe rouge. La courbe rouge est marrante parce qu'en fait, elle est assez bizarre. On voit qu'on a une très grosse concentration autour de 0. Mais surtout, on peut voir qu'on obtient des valeurs très, très grandes. Si jamais vous regardez les grandeurs de vos séries ici, il y a des grandeurs qui sont très, 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 très grandes. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est typiquement des courbes qu'on vous aura aussi, par exemple, sur les revenus. Les revenus, il y a quelques personnes incroyablement riches, mais l'essentiel de la distribution va être assez concentré à gauche. Okay. Donc ça, c'est typiquement des lois de type log normal ou Pareto. Alors Pareto, il y aurait une décroissance tout du long. Donc ce n'est pas exactement une Pareto ici, puis si on voit même si ici, peut-être que cette montée ici n'a pas de sens, et donc on pourrait peut-être tenter de mettre une loi de Pareto. Je ne sais pas, je ne vais pas regarder. OK. Je regarde juste, oui, j'ai juste un dernier slide, et puis après on fait une petite pause. Les lois normales, en fait, sont intéressantes parce qu'elles sont stables par addition. Okay. Donc, en tout cas, quand elles sont indépendantes. Donc, si jamais vous avez deux variables gaussiennes qui sont supposées indépendantes, donc x de paramètre mu x et sigma 2, x, y qui est une autre loi normale, mu y sigma y à la 2,
et je vais peut-être l'entourer en rouge parce que c'est important, on suppose qu'elles sont indépendantes, alors la somme des deux va être une loi normale. Okay, donc ça va être une propriété hyper intéressante sur les lois normales, de cette propriété de stabilité par addition, okay, qui nous garantissent, voilà, quand vous sommez des choses, de récupérer encore des lois normales. Okay, et je reviens sur un autre exemple que j'ai pas mal abordé, qui sont les espérances et les variances des moyennes. En fait, si jamais on a des variables qui sont normales, dans ces cas-là, quand je définis la moyenne suivra encore une loi normale. Okay, donc, si jamais je m'intéresse à des variables mu, sigma, désolé, je vais peut-être virer le x ici, mais si jamais je prends des variables mu, sigma, et désolé, il faut que je mette le 2 aussi, mes variables, donc c'était pas un x qu'il fallait, c'était un 2. Donc, si jamais je définis des lois mu, sigma 2, indépendantes, si jamais je définis la moyenne de ces variables aléatoires, dans ces cas-là, je récupère une loi normale qui va avoir pour moyenne mu, qui va avoir pour paramètre sigma 2 sur n. Okay, et c'est ça qu'on va retrouver par la suite, en fait. Dès lors que vous travaillez sur des moyennes, on va récupérer des lois normales. Alors, il s'avère que quand vous faites la moyenne de lois normales, vous avez rigoureusement des lois normales. Par contre, on verra, et c'est l'intérêt du théorème central limite, c'est que quand vous avez des moyennes d'autres choses que des lois normales, vous avez à peu près une loi normale. Okay, donc, il y a un cas pour lequel on est très précisément gaussien, on a très précisément une loi normale, c'est quand vous faites des moyennes de variables gaussiennes. Okay, donc, c'est pour ça que par la suite, quand je ferai des petits exemples, je dirais on suppose qu'on a mesuré les tailles d'élèves qui suivent une loi normale, on fait la moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire, blablabla. Si jamais je suppose plus que j'ai l'hypothèse de normalité sur mes élèves, il faudrait que j'ai beaucoup d'élèves pour pouvoir dire des choses. Okay, on en reparle bientôt. Pour l'instant, on arrête ici sur la loi normale. Je vous laisse respirer tranquillement et on va attaquer les espérances et les variances dans le cas continu dans un instant. À tout de suite.